À Tokyo, tous les joueurs le savent, il faut réserver son dernier week-end de septembre pour le rendez-vous annuel du Tokyo Game Show. À la gare, on peut voir une foule de joueurs qui se précipitent au Tokyo Big Sight à Makuhari pour découvrir ce que les éditeurs nous réservent pour les mois à venir. À l'intérieur, le salon a des allures de fête gigantesques. Le vacarme des stands se mêle au fracas des bandes annonces projetées sur écran géant pendant que les hôtesses et les mascottes de tout poil essayent de rameuter les joueurs. On trouve même quelques boutiques spécialisées dans les produits dérivés de jeux vidéo. Mais le cœur du salon, c'est tout de même les stands des éditeurs. Commençons notre visite du côté de chez Sony. Grand vainqueur de la guerre des consoles, le tiers de leur espace était consacré à la promotion de l'iToy. Un gadget amusant dans le concept, mais il faut l'avouer, à la durée de vie limitée. Leur gros titre, c'est bien sûr le géant Gran Turismo 4 qui n'en finit pas de se faire attendre et dont la date de sortie est encore indéterminée. On trouvait juste à côté un jeu d'action plus discret mais pourtant prometteur. Chen Dive met l'accent sur le côté aérien du héros, recouvert d'une armure de combat et armé d'une double lame. La meilleure surprise du stand était à dénicher dans une cabane de bois à l'éclairage oppressant. L'ambiance de Siren est à mi-chemin entre Silent Hill et le manga Dragonhead. Décor de fin du monde, ville peuplée de fous qui ne vivent que pour tuer, voilà ce qui vous attend dans ce titre dont les auteurs ont sali l'image au maximum pour en augmenter d'autant son potentiel effrayant. Sortie prévue au Japon pour le 11 novembre. Pour détendre l'atmosphère, voici Kumauta, que l'on pourrait traduire en gros par la chanson de l'ourson. Ce titre étrange, au potentiel ludique incertain, vous permet de composer et d'écrire vos propres chansons pour que notre ami l'ours puisse les interpréter de sa grosse voix synthétique. Toujours dans le style décalé, voici Moji Ribbon, réalisé par l'équipe de Vibe Ribbon. Il s'agit donc d'un rhythm game à thème calligraphique. Plus proche de nous, Wild Arms Alter Code F, prévu pour sortir le 27 novembre au Japon, reste dans les limites très classiques du RPG traditionnel. Mais la série s'essouffle et ce dernier épisode semble manquer de pêche. Enfin, Sony mettait aussi beaucoup l'accent sur les capacités online de sa console, avec par exemple Minano Golf, plus connu chez nous sous le nom d'Everybody's Golf. Parmi tous les jeux qui vont exploiter le online, Minano Golf n'est qu'un exemple. On attend aussi Karaoke Revolution de Konami ou Biohazard Outbreak de Capcom, et ce n'est qu'un début. Chez Capcom justement, c'est l'effervescence avec certainement le stand le plus fourni du salon, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Le deuxième épisode de Maximo, sous-titré Army of Zin, est une réussite à tous les niveaux et semble en plus corriger les quelques erreurs de rythme de l'épisode précédent. Plus anecdotique, Hyper Street Fighter 2 n'est qu'une énième compilation des multiples épisodes de Street Fighter 2 assaisonnés à la sauce online, et c'est comme ça que Capcom fête les 15 ans de la série. Également online, voici Teki Taisen, alias Steel Battalion. Cette séquelle est très attendue des joueurs japonais. Il faut dire que personne ne peut rivaliser avec la monstrueuse manette qui fait tout le charme du jeu. Le très stylé Killer 7 se fait également remarquer. Ce jeu de gangster en cel shading est dirigé par Shinji Mikami, le créateur de Biohazard. La série Biohazard, justement, est représentée par son premier épisode online nommé Biohazard Outbreak. Après avoir testé un peu la version jouable présentée, une première question se pose. Est-ce qu'un jeu basé sur la solitude face au danger fera aussi peur si on y joue à plusieurs? Réponse à la sortie du jeu prévue pour cet hiver. Un peu plus tard, et en avril plus exactement, sortira le troisième et dernier volet de la série Onimusha. Pour ceux qui ne le savent pas encore, cet épisode se passe à Paris en 2004 et Jean Reno partage la vedette avec Takeshi Kaneshiro. Voilà qui pique notre curiosité. La principale nouveauté, c'est que les décors sont désormais en 3D temps réel. Le producteur, Keiji Inafune, présentait d'ailleurs un deuxième jeu tiré de l'univers Onimusha. Il s'agit de Buraiden, une espèce de Smash Bros à la sauce médiévale. Comme son illustre modèle, c'est un titre dont le mode multijoueur constitue l'intérêt principal.
Développé par le studio Spike pour le compte de Capcom, Way of Samurai 2 corrige beaucoup de défauts de son grand frère, avec notamment une durée de vie et un nombre de décors accrus. Une bien bonne raison de se replonger dans la peau d'un samouraï. Monster Hunter était certainement le titre le plus impressionnant du stand. Comme son nom l'indique, ce jeu online vous propose de chasser du strum. Il faut reconnaître que les premières images sont magnifiques et donnent bien envie de partir sur la piste de dragons ou autres reptiles improbables. Glass Nobara, ou Glass Rose en international, utilise lui aussi les services d'une célébrité. Ce jeu d'enquête criminelle sur fond de voyage temporel et de surnaturel utilise l'image de Masahiro Matsuoka, le batteur du groupe de J-Rock Tokyo. Chez From Software, on affiche sa bonne santé avec un stand imposant et épuré sur lequel on trouve quelques titres intéressants. Nebula Econite joue la carte de l'angoisse cosmique. Coincé dans votre scaphandre, vous aurez affaire à des ectoplasmes intersidéraux. Techniquement réussi, graphiquement intéressant, voilà encore un titre plutôt attendu. Armored Core Nexus continue sur la lancée de la série. On retrouve une jouabilité plutôt agréable pour un jeu de robot avec en prime un gros effort fait sur la partie graphique. Le genre a ses fans et ils seront au rendez-vous à sa sortie au printemps 2004. Otogi 2 reprend le flambeau du premier épisode avec une suite toujours très speed et bardée d'effets visuels. Le résultat n'est pas désagréable et correspond parfaitement à ce que le joueur actuel attend d'un jeu d'action. Par contre, Kuon, qui se veut le concurrent direct de Silent Hill et surtout de Project Zero, n'était vraiment pas convaincant. Même si la version présentée n'était que très peu avancée, on reste un peu déçu par le manque global d'énergie qui se dégage de l'écran. On espère maintenant une amélioration notable avant sa sortie au Japon au printemps prochain. Chez Namco, le line-up n'était pas très folichon. Passé Xenosaga, qui ressort en version anglaise, ainsi que sa suite Xenosaga 2 très attendue des fans, il ne restait plus grand chose à se mettre sous la dent. Air Racing Evolution est une suite de la série des Ridge Racer. C'est une petite déception car en se voulant plus réaliste, il se place en concurrence avec le géant Gran Turismo 4 alors qu'au vu des premières images, tout le monde voit bien qu'il n'a pas la moindre chance. Baten Kaitos était sûrement le titre le plus intéressant du stand. La GameCube, très en manque de RPG, accueille à bras ouverts dans sa ludothèque ce titre prometteur au graphisme et à la musique envoûtante. Sortie prévue pour le 5 décembre au Japon. Breakdown, FPS violent et speedé, ne semble hélas pas tenir ses promesses. Si la vue subjective est bien exploitée, l'action est souvent trop fouillie pour un jeu d'action à la première personne. Le gameplay en pâtit fortement, dommage, on en attendait plus. Chez Bandai, le spécialiste de la licence de dessins animés, c'est un peu le royaume des enfants. L'accent est mis évidemment sur les jeux tirés des dessins animés les plus populaires en ce moment, à savoir Naruto et One Piece. Les fans des mangas correspondants retrouveront avec plaisir leurs personnages préférés, que ce soit le petit ninja ou le jeune pirate. Au niveau réalisation, chacun de ces deux titres fait preuve du minimum syndical pour ne pas arnaquer le joueur. Pour les plus grands, les nostalgiques, voici une énième adaptation de la série Macross, connue en France sous le nom de Robotech. Prévu pour sortir le 23 octobre, le jeu se déroule en plusieurs parties, du combat urbain jusqu'aux batailles spatiales. Photolis 3, Fortress, c'est un peu le Worm japonais. Pour tout dire, c'est même carrément du plagiat, puisqu'on retrouve exactement le même système de jeu, la même représentation graphique et des armes très similaires à celles du hit de Team 17. Ces étranges papillons rouges, flottant sur l'écran géant du stand Tecmo, sont les messagers de ce qui est annoncé comme la nouvelle référence de l'horreur sur PS2. C'est le 27 novembre que sortira cette suite très attendue par ceux qui ont apprécié le premier épisode de Project Zero. Cette fois, il s'agira d'une sombre histoire de sœurs jumelles, dont l'une des deux semble habitée par le diable. Nous avons mis tous nos efforts sur le scénario. Bien sûr, le système de jeu lui aussi a évolué sur de nombreux points, mais les plus grandes améliorations sont certainement scénaristiques. En quelque sorte, Tecmo nous refait le coup de Dead or Alive en commençant par un premier épisode sans prétention et en enchaînant sur une suite de grand standing.
Dead or Alive justement était présenté dans sa version online et toujours exclusivement sur Xbox. Évidemment, la Team Ninja n'a pas pu s'empêcher d'upgrader un peu son titre phare pour l'occasion avec des nouveaux décors, des nouveaux costumes et des nouveaux coups. Chez Microsoft, on retrouve d'année en année le même stand aux dominantes vertes, entouré de jolies hôtesses qui font la joie des photographes amateurs. Seulement au niveau des jeux, le catalogue présenté diminue d'année en année. Les mauvais résultats de la console sur le territoire japonais ne lui permettent plus d'afficher un line-up aussi impressionnant qu'au départ. Outre les quelques jeux des éditeurs tiers, il reste des titres toujours développés par Microsoft, comme ce Project Gotham Racing 2 qui joue toujours la carte des courses urbaines avec un certain panache, il faut le reconnaître. Ce titre joue bien sûr la carte du online, comme quasiment tous les jeux Xbox présentés cette année. Le online, c'est avec le Xbox Live l'argument majeur de la console, et c'est là où sont portés tous les efforts. Le fer de lance de cette tendance, c'est bien sûr le très prometteur True Fantasy Live Online, développé par Level 5, le studio créateur de Dark Cloud. Se positionner comme le concurrent direct de Final Fantasy XI était risqué, mais il faut reconnaître que le jeu a bien évolué depuis le dernier Tokyo Game Show. Présenté en version jouable, ce RPG à monde persistant était sans conteste le jeu le plus prisé par les joueurs japonais sur le stand Xbox. Chez Takara, le stand est plus modeste et comme d'habitude chez les petits éditeurs, les jeux sont moins nombreux et plus anecdotiques. On retiendra cependant une adaptation de Transformers en jeu d'action 3D. Sans atteindre des sommets, ce titre est assez réjouissant pour l'amateur. Et si vous êtes vraiment fan, vous pourrez même assister à un concert live des génériques de Transformers chanté par l'interprète original japonais. Et ce ne sont pas les seuls. Au hasard des allées, on tombe sur bien des spectacles et des concerts. C'est une méthode employée par de nombreux éditeurs pour attirer le visiteur. Il y a même quelques célébrités qui font le déplacement. Ici, c'est Mitsuko Orie qui est venu interpréter un de ses plus grands tubes, le générique de Candy Candy. Au stand Samy, ils préfèrent mettre en scène des combats chorégraphiés pour promouvoir leur plus gros titre, Seven Samurai 2000XX. À partir du film éponyme d'Akira Kurosawa, Samy a construit cette espèce de beat'em all futuriste qui, loin de rendre hommage au chef-d'œuvre dont il est tiré, profite plutôt d'une licence ultra connue. Reste que le jeu est agréable et assez bien foutu. Le design en particulier a profité d'un effort international. On voulait absolument demander au dessinateur Moebius de nous faire le caractère design du jeu et on est allé en France pour lui demander de travailler sur notre jeu. Tiré d'un manga assez connu au Japon et en France, Berserk est un beat'em all qui ne fait pas dans la finesse. La version présentée avait beau être très peu avancée, elle laisse présager d'un gameplay bourrin et jouissif. Chaque année, les jeux sur téléphone portable prennent une part de plus en plus importante sur le marché des jeux vidéo. Il faut dire que la technique y est pour beaucoup puisqu'on peut maintenant jouer à des jeux d'une qualité très acceptable sur son téléphone. La principale tendance, c'est l'adaptation en version portable des titres déjà connus. Les jeux qui marchent le mieux en ce moment, c'est les shoot'em up. Et d'une manière plus générale, les jeux qui marchent bien sont ceux qui peuvent se jouer avec une seule main. Des jeux qui ne se jouent que d'une seule main, alors ce n'est pas un hasard si le RPG débarque en force sur portable. Ce marché ultra dynamique ne cesse de nous étonner d'année en année.
Autre stand très fréquenté, celui du coréen NCSoft qui présentait le très attendu Lineage 2. Alors que le premier épisode de ce MMORPG a fait des ravages sur les PC asiatiques, cette suite devrait être disponible également sur le territoire américain. On peut dire que le premier épisode de Lineage s'est très bien vendu dans le monde. Avec plus de 6 millions de joueurs, nous avons là le MMORPG le plus fréquenté du monde. Hélas, rien n'est encore prévu quant à une éventuelle sortie européenne. Ça fait tout juste 25 ans qu'est sorti le mythique Space Invaders en arcade. Taito surfe sur cette vague nostalgique en proposant toute une gamme de produits estampillés Space Invaders. Ça va de la manette en forme de bande d'arcade au très inutile Space Invaders en 3D, en passant par toute une collection de vêtements et d'accessoires très chic. À mi-chemin entre Togi et Devil May Cry, Bujingai se la joue action nerveuse, combo interminable et effets spéciaux à gogo. Si la réalisation ne démérite pas, son principal atout, c'est tout de même la participation sous les traits du héros de Gakuto, l'ex-leader du groupe Malice Misère. Enfin, l'autre bonne surprise vient d'Energy Air Force, un jeu qui ne brille pas par ses qualités techniques, mais plutôt par l'originalité de l'accessoire fourni. En mettant une paire de lunettes high-tech reliées à la PS2 par le port USB, on peut regarder tout autour de soi depuis son cockpit. Ce système offre des sensations accrues et surtout de nouvelles possibilités pour un joueur exploité jusqu'à la corde. Seul inconvénient, on a vite fait de s'exploser les yeux avec ces lunettes à cristaux liquides. Sur le stand à ruser, il n'y a qu'un seul jeu vraiment intéressant et forcément, tout le stand lui est entièrement consacré. Très remarqué par la presse et les joueurs, Shadow Hearts 2 reprend le système principal du premier épisode, à savoir le disque de combat qui demande réflexe et timing pour enchaîner correctement les attaques tout en apportant son lot d'innovations, principalement graphiques et scénaristiques. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer le côté graphique et sonore du jeu. Si vous avez joué à l'épisode précédent, vous serez surpris par la différence technique entre les deux. Je pense que nous avons obtenu un très bon résultat. Chez Sega, c'est encore une fois leur mascotte Sonic qui était à l'honneur avec 2 jeux prévus. Sonic Heroes tout d'abord est le premier jeu 3D du hérisson depuis Sonic Adventure 2. Il aura la particularité d'être jouable en équipe et ce jusqu'à 4 joueurs simultanément. Tandis que sur Game Boy, il est prévu un nouveau titre du nom de Sonic Battle. Ce n'est pas un jeu de plateforme comme on en a l'habitude avec Sonic, mais un jeu de combat dans des décors en 3D. La Sonic Team est décidément très prolifique puisqu'ils ont développé aussi le tout mignon Giant Egg qui sortira le 9 octobre au Japon. Le joueur doit pousser sans cesse un énorme œuf dans ce jeu de plateforme construit en forme de missions successives. Cerise sur le gâteau, l'apparition de Sonic himself en guest star. Présenté en version non jouable, Astro Boy a tiré bien des regards. Le jeu vidéo accompagne tout simplement la nouvelle série d'animation d'Astro, actuellement en production au Japon. Les joueurs pouvaient en revanche s'essayer à la version Game Boy Advance. Pas de surprise, on retrouve un jeu d'action plateforme, peu original certes, mais très bien réalisé. Sega nous ressort également un bon nombre de classiques remaniés à la sauce 3D. Afterburner, Phantasy Star, Space Harrier, Golden Axe ou Hokuto no Ken ont tous été entièrement reprogrammés en 3D. Là, il est clair que Sega s'adresse en priorité à leurs fans de la première heure. Plus intéressant, voici Dororo, l'adaptation d'un manga de Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Bien avant Cobra, ce samouraï planquait ses katanas à l'intérieur de ses faux avant-bras. Le développement est encore très peu avancé, nous attendrons donc le printemps 2004 pour se faire une idée plus précise du jeu. Kunoichi, la séquelle féminine du Shinobi sortie l'année dernière sur PS2, prétend corriger les erreurs de son aîné. Si les graphismes ne semblent pas encore à la hauteur, on reconnaîtra tout de même au jeu une certaine énergie ludique plutôt réjouissante et il est vrai un gameplay très amélioré. Enfin, Gungrave Audit, développé par Red Entertainment, en remet une couche dans l'action bourrine et explosive. Toujours très limité dans son gameplay, ce titre particulier s'adresse en priorité à ceux qui cherchent un défouloir bête et méchant.
Konami, associé à Genki et à Hudson, avait de loin le stand le plus gros du salon, mais pourtant, les titres majeurs ne se bousculaient pas. Passons rapidement sur les suites de leur Rhythm Games qui n'évoluent pas depuis bien longtemps. Seule petite nouveauté, ce Karaoke Revolution qui ne diffère pas beaucoup d'un vrai karaoké bar. Surprise, le remake de Metal Gear Solid est bien plus enthousiasmant que prévu. En fait, toutes les cinématiques ont été entièrement remises en scène et pas par n'importe qui. J'ai confié la réalisation des cutscenes ainsi que leur storyboard à Ryuhei Kitamura, le réalisateur de Versus. Mais c'est bien sûr Metal Gear Solid 3 qui était le jeu du stand, sinon celui du salon. Chaque nouvelle image nous surprend encore par sa beauté et son épaisseur et laisse entrevoir encore une fois une réussite totale pour Hideo Kojima. Sortie prévue courant 2004. Très attendu également, le fameux Castlevania 3D était présenté en version jouable. Il faut avouer que l'ambiance est très similaire à ce qu'on connaît des versions 2D et que le gameplay a été adapté pour être proche de la série sans être complètement abscon. Reste à savoir si le côté aventure est bien exploité ou si on se retrouve avec un simple clone de Devil May Cry. Réponse le 27 novembre 2003. Hudson, de son côté, joue lui aussi la carte nostalgique en ravalant la façade de deux de ses anciens succès. Tengai Maikyo 2, tout d'abord, est la réédition d'un jeu complètement culte sorti sur PC Engine CD-ROM. Seulement, il peut craindre de ne plus intéresser grand monde de nos jours. Ensuite, le brave PC Kid reprend lui aussi du service sur 128 bits. La seule différence notable est graphique. Pour le reste, le jeu n'a guère changé. Toujours dans la catégorie des ancêtres liftés, Gradius 5 a déjà plus de mérite. D'abord, il est splendide et ensuite, il est réalisé dans les studios de Treasure qui nous ont habitués à des shoot'em up de grande qualité. Enfin, nous quitterons le stand Konami sur les premières images de l'impeccable RPG Genso Suikoden 4 qui promet cette fois plus de 108 personnages différents enrôlables dans votre équipe. Chez SNK Playmore, on fait toujours la même chose et c'est ça qui plaît. Leur actualité la plus chaude, c'est bien sûr SNK vs Capcom SVCKO qui est en fait la réponse de SNK aux développeurs de chez Capcom. Le résultat, s'il est moins fin graphiquement pour respecter les limites de la Neo Geo, a le mérite de mettre en œuvre toute l'habileté des gens de SNK dans le domaine. La façon de concevoir un jeu de combat est très différente selon SNK et Capcom. Pour cette série des Versus, on a tout simplement fait savoir à Capcom que nous souhaitions nous aussi réaliser un épisode. Les fans de SNK se sont toujours plaints du fait que leur perso ne disposait pas de tous leurs coups dans la série des Versus. Si ça fait partie des points corrigés, cela ne risque-t-il pas de briser l'équilibre des forces ? C'est vrai qu'un jeu, ça se fait avec amour. Et c'est peut-être pour ça qu'avant, les personnages de Capcom étaient un peu avantagés. Il est possible que dans la version développée par SNK, nos personnages soient un peu plus forts, qui sait. On trouve également l'adaptation console de King of Fighter 2001 qui aura mis le temps à arriver. Remarquons que c'est le tout premier KOF jamais adapté sur PS2. Enfin, voici le dernier épisode de la série Samurai Spirits qui perdure tout de même depuis plus de 7 ans. C'est la première année que Square et Enix se retrouvent sur le même stand. De cette alliance historique résulte un nombre plus important de nouveautés, résultat de la mise en commun des moyens. À propos de Final Fantasy XII tout d'abord, rien de concret, juste une affiche évasive promettant plus d'informations sur le site officiel très bientôt. Voici l'amusant Kenshin Dragon Quest, un jeu assez simpliste qui se joue avec une épée en plastique reconnue par des capteurs. C'est amusant 5 minutes et vite épuisant, mais ça plaira certainement aux enfants. Seiken Densetsu, alias Secret of Mana, fait un détour par la Game Boy Advance sous la forme d'un remake, encore un, du premier épisode de la série. Full Metal Alchemist est une nouvelle série d'animation produite par le célèbre studio Bones. Son adaptation en jeu vidéo prend la forme ultra classique d'un jeu d'action 3D, mais pour l'instant, le résultat n'est guère enthousiasmant.
Enfin, le gros jeu du stand était certainement l'éblouissant Drag on Dragoon. Magnifiquement réalisé, ce jeu semble être à mi-chemin entre Panzer Dragoon et Dynasty Warriors. Le game system est très prometteur et le mélange des genres semble marcher du tonnerre. En fait, il y a 2 modes de jeu différents dans Dragon Dragoon. Dans le premier, on se sert du héros sur la terre ferme pour combattre au sol à l'arme blanche, soit à l'épée, à la lance ou à la hache de combat. Ça, c'est le premier mode. Dans le second, vous pouvez monter sur le dragon pour aller combattre toutes sortes de monstres dans les airs. Les deux ensemble en font un très bon action RPG. Le Tokyo Game Show 2003, en résumé, c'est tout d'abord l'explosion du online au Japon, tant du côté des éditeurs que des joueurs. C'est aussi un peu la démonstration de force de Sony avec sa PS2, pour qui plus des 2/3 des jeux du salon sont destinés. Nous savons maintenant ce qui nous attend pour l'année à venir, et nous reviendrons l'automne prochain pour reprendre des nouvelles.